Salut à toutes et à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de notre podcast Avec Modération, créé dans le cadre de la campagne d'éducation permanente du Xara. Dans cet épisode, on va plonger dans le sujet des réglementations qui ont été instaurées pour gérer les réseaux sociaux et les grandes plateformes sur Internet. Aujourd'hui, on se retrouve avec Julien qui travaille au CSA. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que tu peux me donner des précisions sur les missions du CSA, s'il te plaît ? Le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sa mission et son rôle, c'est de réguler les médias, les services de médias audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles. Télé, radio et éventuellement des services non linéaires, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire des sites web, des producteurs de vidéos en ligne, par exemple des influenceurs, tout autant que le site Ovio ou RTL Play. En tant qu'utilisateur, on peut parfois ressentir que les plateformes exercent une influence considérable, voire excessive, sur la gouvernance d'Internet. Et donc, est-ce qu'il y a des réglementations en place concernant les réseaux sociaux ? Alors, il y a plusieurs types de règlements ou de lois ou de législation qui s'appliquent aux plateformes et aux réseaux sociaux numériques. Tout d'abord, il y a la régulation, de la loi normale, de la loi pénale, qui est la loi traditionnelle, celle qui s'applique, la loi civile, qui est celle de l'État dans lequel les réseaux sociaux diffusent. Mais la super régulation, entre guillemets, des réseaux sociaux, elle porte sur deux niveaux. D'abord, ce qu'on appelle la directive sur les médias de services audiovisuels, qui est une directive européenne, qui a été adoptée en 2016, et le nouveau règlement sur les services de médias digitaux, qui s'appelle le DSA, Digital Services Act, qui est la nouvelle arme de la Commission européenne pour lutter contre les abus, en tout cas tout ce qui est illégal, ou en tout cas potentiellement dangereux ou nuisible pour un certain nombre de publics. Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ce que c'est le DSA ? Alors le DSA, c'est la nouvelle arme de la Commission européenne pour réguler ces plateformes et elle part d'un principe qui semble assez de bon sens, qui est ce qui est interdit dans le monde réel doit être également interdit en ligne. C'est mettre fin à une sorte d'impunité, ça sera un petit peu exagéré, mais en tout cas de laisser faire ou de laisser aller sur les plateformes de partage de vidéos, sur les services de microblogging, bref, pour le dire plus généralement sur les plateformes ou les réseaux sociaux, où une sorte d'idéologie ou en tout cas de philosophie libertarienne de on peut tout dire, on peut tout faire, on peut tout se permettre, avait cours jusqu'à assez récemment. La prise de conscience, elle s'est faite au début des années 2020 avec évidemment la pandémie de Covid-19 où une désinformation médicale a énormément circulé et également avec la guerre en Ukraine. Mais c'est au-delà de la désinformation, c'est aussi des contenus qui peuvent être problématiques pour les mineurs. Je pense notamment à la question de l'accès relativement libre à la pornographie en ligne. Ok, et est-ce que tu pourrais me dire d'autres règles que les réseaux sociaux doivent mettre en place ? Par exemple, c'est sur un réseau comme YouTube, c'est la modération de tout ce qui va être discours de haine. Il y a des obligations légales là-dessus qui leur incombent, notamment dans le cadre des articles 34 et 35 du DSA, de limiter la propagation de discours de haine, de limiter l'accès, par exemple, à la pornographie. Là-dessus, YouTube le fait très très bien. Si on va être très clair, il n'y a pas de vidéos pornographiques sur YouTube. Là où Twitter, par exemple, ne fait strictement rien pour lutter contre ce type de contenus, encore une fois, qui ne sont pas illégaux. Mais la problématique, c'est l'accès aux mineurs sans filtre. Donc voilà, on est vraiment là-dessus. Le DSA oblige les plateformes à mettre en place des pratiques de modération, de filtres, et surtout d'expliquer aux usagers pourquoi est-ce que leur contenu va être censuré et modéré. Ça, c'est aussi quelque chose d'important parce que jusque-là, on avait l'impression que les plateformes faisaient un petit peu comme elles voulaient. À tel moment, on va décider de censurer tel ou tel type de contenu, à tort ou raison, encore une fois, bien entendu. Mais là, cette fois-ci, il y a une obligation de reporting auprès des usagers. Et donc ici, la campagne, elle traite entre autres des discriminations causées par les algorithmes. Et donc, est-ce qu'avec l'introduction du DSA, les utilisateurs vont moins les ressentir ? Alors, en théorie, les plateformes doivent, dans leur charte utilisateur, dans les conditions d'usage et aussi dans les respects des lois, en particulier, je parle de la directive sur le service des médias audiovisuels, interdit normalement tout ce type de discours en ligne. La difficulté, c'est l'appréciation de ces discours. Le discours de haine, on parlait de pornographie tout à l'heure, la pornographie, c'est facile. C'est une image pornographique ou c'est pas pornographique, c'est relativement aisé. Le discours de haine, il est souvent assez subtil, évidemment, quand il est extrêmement grossier, extrêmement vulgaire, extrêmement brut, il est souvent assez facilement repérable et donc on peut le faire modérer, soit par signalement, soit par l'algorithme de détection de la plateforme, etc. Mais le plus souvent, on est vraiment dans quelque chose d'assez sibyllin. On est dans le ressenti, on est dans le non-dit, on est dans l'implicite, on est dans le dog whistle, des choses comme ça. Donc c'est assez difficile. Et dans le même temps, il faut aussi se méfier d'un excès de modération. On parlait tout à l'heure des discriminations. Je pense notamment à cette question de la nudité.
à un certain moment, c'est l'algorithme d'Instagram et de TikTok qui était trop agressif, entre guillemets, et qui censurait des personnes en situation de surpoids parce qu'il estimait qu'il y avait trop de pixels de peau, donc il estimait que c'était des gens nus. Donc on voit aussi qu'il faut faire très attention et c'est très difficile de faire cette modération algorithmique. C'est pour ça aussi que le DSA, notamment, impose aux très grandes plateformes en ligne, c'est-à-dire celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels dans le territoire de l'UE, d'avoir recours à une modération aussi manuelle, vérifiée par des véritables modérateurs qui doivent passer, entre guillemets, derrière la machine pour vérifier qu'elle ne s'est pas trompée. Est-ce que le fait de devoir rendre les algorithmes transparents entraînerait un changement réel dans le fonctionnement des réseaux sociaux ? Alors effectivement, les algorithmes et l'API, comme on dit, des réseaux sociaux, c'est un petit peu leur recette, c'est un petit peu leur boîte noire. Et c'est pour ça qu'ils sont vraiment extrêmement réticents à ouvrir, à expliquer véritablement comment ça fonctionne. Paradoxalement, pendant longtemps, Twitter était le plus ouvert. Mais depuis la reprise avec Elon Musk, ça devient extrêmement difficile d'accéder à l'API, aux algorithmes de Twitter. Il y a 3 types d'algorithmes qui sont visés. Il y a le premier qui est l'algorithme de recommandation de contenu, celui qu'on connaît tous, celui qu'on contribue nous-mêmes à façonner par nos propres choix, par nos propres clics, par nos propres recherches. L'algorithme de modération, qui est celui de la plateforme qui va chercher les contenus qui sont illégaux, potentiellement dangereux, ou en tout cas qui contreviennent à leurs conditions d'utilisation. Et il y a le troisième algorithme qui est la recommandation publicitaire. Et celui-ci, il est aussi extrêmement important dans le sens où la monétisation des contenus par des grandes marques, par des annonceurs, par ce qu'on veut, est aussi problématique en raison du fait qu'il est souvent accolé, ou il était en tout cas au moins accolé à des contenus parfois dangereux, parfois de désinformation, et quelque part cautionnait ces contenus. Ça, normalement, c'est interdit par le DSA, mais surtout par le code de bonne pratique de lutte contre la désinformation. Donc on a effectivement cette triple régulation qui est prévue, cette triple transparence aussi normalement qui doit être prévue dans le cadre du DSA, notamment dans le cadre des audits que les grandes plateformes doivent financer à leurs frais propres tous les ans. Également une transparence vis-à-vis des chercheurs, alors des chercheurs accrédités. Le problème, c'est comment se fait cette accréditation des chercheurs, c'est une autre question, mais aussi auprès normalement des usagers qui peuvent aujourd'hui changer en théorie l'algorithme de recommandation pour sortir de l'algorithme entre guillemets de base et personnaliser leur propre algorithme, ce qui demande quand même quelques compétences informatiques. C'est pas énorme, mais tout de même. Et en ce moment, est-ce que les plateformes semblent être réceptives au changement ou est-ce qu'elles traînent un peu des pieds ? C'est entre les deux. Il ne faut pas dire tout noir, il ne faut pas dire tout blanc. Évidemment, nous, en tant que régulateurs belges, en tant que régulateurs ou participants du régulateur européen, directement du groupe des régulateurs européens, on aimerait toujours plus. On aimerait plus de transparence. On aimerait que ça aille plus vite. On aimerait que les grandes plateformes soient plus diligentes dans la fourniture des données, notamment dans le cadre du code de bonne pratique de lutte contre la désinformation, où ils sont censés faire du reporting tous les 2 ans avec des indicateurs standardisés. Effectivement, les plateformes jouent le jeu, mais jouent le jeu à moitié. Mais il ne faut pas oublier que ce sont aussi des intérêts commerciaux et industriels qui doivent être protégés de leur part. Ils se voient comme eux davantage comme des services que comme des éditeurs de contenu. L'enjeu du DSA, c'est de leur imposer des responsabilités éditoriales. Évidemment, ces plateformes qui sont en plus souvent d'extraction américaine, dans une conception différente, je disais tout à l'heure, libertarienne du droit, de la liberté d'expression. C'est-à-dire que l'économie doit primer sur la régulation de leur point de vue. Certaines font des efforts. Certaines sont meilleures que d'autres, disons-le clairement. YouTube, par exemple, est une plateforme relativement diligente, qui fait beaucoup d'efforts, notamment ce qui est discours de haine, pornographie. D'autres, évidemment, comme X, sont beaucoup moins enclines à donner des gages, entre guillemets, à la Commission européenne et aux régulateurs. Et donc, ouais, comme tu as pu dire, X est assez réticent au changement. Et donc, est-ce que ça serait possible que la plateforme se fasse bannir en Europe, comme ça a pu être le cas au Brésil ? Alors, c'est possible sur le long terme, pas évidemment à court terme, dans la mesure où le DSA prévoit des mécanismes de sanctions contre les plateformes qui ne respecteraient pas leurs obligations. Il y a évidemment, une échelle de sanctions. Ce n'est pas le bannissement du service tout de suite, ça, c'est pas possible. C'est d'abord des rappels, puis des sanctions financières qui peuvent s'élever à des montants colossaux, 6% du chiffre d'affaires mondial, un maximum dans le cadre du DSA. Et enfin, en cas de manquement grave et répété, effectivement, la possibilité du bannissement du service au sein du territoire de l'Union européenne. Oui, c'est possible en théorie. Mais donc, est-ce que la menace d'une amende financière, c'est assez suffisant pour intimider les plateformes, ou est-ce qu'elles vont juste décider de payer la pénalité et après elles vont continuer à faire comme elles veulent ? Ça dépend des montants, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai effectivement que quelques millions d'euros pour une plateforme, je veux dire même pour un éditeur de services numériques assez puissant, on pourrait prendre d'autres exemples plus classiques en France. Si on prend la chaîne par exemple C8, elle paye des amendes à nos collègues, via nos collègues de l'Arcom. Effectivement, c'est pas très dissuasif puisque ce n'est pas des montants qui sont de nature à mettre en péril le service.
Quand on parle de 6% du chiffre d'affaires mondial maximum, là, on est sur des affaires qui sont relativement sérieuses. Donc oui, ça peut être dissuasif. Mais au-delà même simplement de l'amende, il y a aussi l'image de marque qui est importante. Il y a tout ce qui est le shaming. C'est montrer et faire honte, entre guillemets, comme on dit en anglais. Bref, le shaming qui peut aussi porter atteinte à l'image de marque, à l'image de la plateforme, qui est aussi un ressort puissant sur lequel on peut jouer. Une campagne de presse négative n'est pas nécessairement non plus une bonne chose pour les plateformes. Donc maintenant, en tant qu'utilisateur et à l'ère du DSA, est-ce qu'on peut espérer une modération plus équitable, notamment avec le shadow banning ou la démonétisation ? Alors à suivre le DSA, le shadow banning devrait être interdit, puisque l'utilisateur doit nécessairement être informé dans les 24 heures de la déplatformisation, du déranking, peu importe, en tout cas que son contenu a été l'objet d'une modération algorithmique par la plateforme. Ça, normalement, il y a une obligation d'information sur les très grandes plateformes en ligne. De ce point de vue-là, vous pouvez faire recours. Vous pouvez toujours faire appel auprès de la plateforme dans un premier temps pour dire « Attendez, je ne suis pas d'accord, voici mes arguments, expliquez-moi pourquoi vous m'avez shadowbanné, pourquoi vous m'avez enlevé mon contenu, pourquoi vous m'avez déranké, etc. » Donc oui, normalement, ceci devrait diminuer. On verra en pratique. Encore une fois, c'est toujours ça. Il y a la théorie, il y a la pratique. Parce que parfois, on ne se rend même pas compte que son contenu était striké. Donc ça, c'est un peu quelque chose, normalement, c'est illégal, mais ça arrive, ça se fait. Encore une fois, pourquoi est-ce que votre contenu va davantage être poussé par des algorithmes ou pas mis en avant, votre traction? Voilà, il y a plein de choses qui doivent se mettre en place, qui doivent être, expérimentées de façon pratique. Et ça, dans les mois qui viennent, on verra à peu près ce que ça donne, quoi. Ah oui, mais donc tout ça montre bien que le shadow banning existe en fait, parce que j'avais lu qu'Instagram avait déjà voulu expliquer que en fait le shadow banning n'existait pas et que en fait c'était soit des erreurs techniques de la plateforme, des algorithmes, ou alors c'était la faute des créateurs de contenu et utilisateurs qui n'avaient pas fait un assez bon travail que pour être vus par les autres utilisateurs et avoir leur contenu liké, quoi. Ah oui, tout à fait. Le shadow banning, c'est une pratique assez courante qui n'est évidemment pas assumée par les plateformes pour les raisons qu'on vient de dire, qu'en théorie, c'est pas légal. Vous ne devez pas favoriser ou en tout cas retirer des contenus à l'insu de son utilisateur sans que celui-ci en ait été averti et qu'il en ait au moins une justification ou des raisons qui lui soient expliquées. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations et ces précisions. Ça aide grandement à comprendre un peu tout ça. Merci à vous. Avec modération, un podcast du XARA avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.